Voyage à Vénus. Épisode 1, d'après Achillero, 1865. Hola, maître Schaffner, deux bocs et du tabac. Ainsi parlait le jeune Léo en venant s'asseoir auprès d'une table avec Müller, son ami. La brasserie Schaffner était une des plus modestes et des moins achalandées de Steppenheim, petite ville située sur les confins de la France et de l'Allemagne. C'est là que se réunissaient souvent, avec leur camarade Wolfgang, les deux jeunes gens que nous venons de voir entrer. Ils avaient adopté cet établissement, quelque peu orné et désert qu'il fût, aimant bien mieux le calme et l'isolement, si propice aux causeries intimes, que le luxe et le bruit de ces grands cafés à la mode, où fourmille tout un monde de consommateurs inconnus, qu'on a encore le désagrément de voir indéfiniment reproduit par le jeu des glaces. Pendant qu'habillé de noir, crafté de blanc et parfaitement reconnaissable aux flottants insignes de la serviette suspendue au bras, le patron promène autour de lui un regard olympien et circule avec la fière prestance d'un duc et père donnant à boire à ses tenanciers. Comment causer d'ailleurs au milieu du cliquetis des dominos, des discussions des joueurs et des frôlements que nous ne vous épargne pas un essaim frisé de garçons, courant d'une table à l'autre, affairés et effarés, s'interpellant, se répondant de leur plus grosse voix et faisant à eux seuls beaucoup plus de vacarme que tous les consommateurs ensemble. L'établissement du gros bonhomme Schaffner était loin de ressembler à ces réunions agitées. Une salle nue, enfumée par le tabac, quelques tables attendant des consommateurs, un journal attendant un lecteur, c'était tout. J'oubliais une vaste tonne de bière qui décorait le mur du fond, et sur laquelle se tenait souvent accroupi un énorme chat noir, comme le sombre génie du lieu. Un vieux dressoir chargé de pots de bière le couvrait d'une ombre épaisse avec lequel se confondait la couleur de sa robe, et l'on ne pouvait guère discerner que ces deux larges prunelles luisantes d'une flamme jaune. De garçons, il n'y en avait pas, maître Schaffner ayant jugé, avec raison, qu'il pouvait seul suffire à cet office. Il l'exerçait avec une bonhomie tout à fait patriarcale, causant avec ses habitués, et au besoin leur tenant lieu de partenaire au witch et au piquet. C'était au demeurant un joyeux compagnon, et sa face épanouie et vermillonnée attestait qu'il était l'un des premiers consommateurs de son établissement. Eh bien, messieurs, dit-il aux deux jeunes gens, comment se fait-il que votre ami M. Wolfgang ne soit pas avec vous? Peut-être viendra-t-il dans la soirée, répondit Müller. Nous ne l'avons pas vu toute la journée. Pourvu qu'il ne soit pas malade. C'est un garçon si pâle et si frêle que je crains toujours pour sa santé. Nature nerveuse à l'excès, dit Léo. Mais les hommes de ce tempérament sont souvent aussi robustes que ceux qui resplendissent dans mon point, et dont votre personne, maître Schaffner, offre, je dois le proclamer, un échantillon des plus plantureux qu'il soit possible de voir. Eh bien, j'en souhaite autant de votre ami, attendu que mon coffre est aussi solide que la tonne de ma brasserie. Dites qu'il est beaucoup plus, car ceci engloutira cela. Toujours rieur, comme tous les Français. Pourquoi aussi êtes-vous allemand comme tous les brasseurs? Mon Dieu, nous autres Allemands, nous sommes au fond tout aussi gais que vous, seulement nous rions en dedans. Et content de cette répartie, il se contentait à bon marché, Schaffner se dirigea vers sa tonne et s'offrit généralement une mousse. Pour moi, dit Müller à Léo, je suis loin de partager ton optimisme à l'égard de Wolfgang, et depuis longtemps je suis fort inquiet sur sa santé. Je sais bien qu'il est bizarre, rêveur, perpétuellement absorbé dans ses pensées, dans ses contemplations intimes, mais c'est là une disposition toute morale, qui peut déterminer une véritable maladie. Le corps fait rarement bon ménage avec une intelligence trop ardente, car alors elle l'opprime, et comme tous les opprimés, il souffre et se révolte. Ce qu'il lui faut, au contraire, c'est un esprit bien calme, bien vulgaire, et dont les rares idées laissent toute liberté à ses digestions et à son sommeil. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas de Wolfgang. L'activité fébrile de son cerveau absorbe toutes ses forces et tous ses autres organes s'étiolent, dépérissent. Et comme les provinces d'une nation où règne une centralisation exagérée. Que de fois n'avons-nous pas surpris ces distractions incessantes au milieu de nos conversations? Il paraît d'abord s'intéresser au sujet qu'on traite, puis tout d'un coup, son âme se replie sur elle-même et s'enfonce dans un abîme amant de rêverie. Et cela parce qu'une phrase insignifiante, un simple mot sur lequel nous avons glissé, a fait subitement dévier son attention, de même qu'une aiguille de chemin de fer entraîne un convoi loin de sa direction primitive. À ces moments-là, sa physionomie, sur laquelle l'esprit ne se reflète plus, se glace d'immobilité, son oreille n'entend plus, et ses yeux grands ouverts ne regardent rien. Vous croyez être avec lui? Pas du tout. Il voyage dans le pays bleu des chimères.
Avec de pareilles dispositions d'esprit, on devient quelquefois un homme de génie. Ou un fou. Et j'avoue que je crains pour sa raison. Il s'est tellement habitué à s'isoler du monde extérieur pour vivre en lui-même et se repaître de ses pensées qu'il en est venu à prendre ses hallucinations au sérieux et à garder de tous ses songes creux l'impression vive et précise de la réalité. Ainsi, il y a 2 jours à peine, notre dormeur éveillé ne m'a-t-il pas conté un de ses rêves comme un fait dont il avait été le témoin? Mais alors, mon cher Müller, tu dis vrai. C'est aux médecins qu'il faut recourir. On les a consultés. Et ils n'ont rien dit. Pardon, un médecin ne se tait jamais. Il est loin de savoir tout guérir, mais il sait tout expliquer. Donc nos docteurs ont, avec une assurance égale, donné sur la maladie de Wolfgang les explications les plus diverses. Les uns ont prétendu que c'était du magnétisme, les autres de l'anesthésie, de la catalepsie, de l'hypnotisme, etc., etc., etc. En bref, tous y ont perdu leur grec. Le cas est en effet si extraordinaire. On en voit pourtant quelques-uns de ce genre depuis un certain temps. Il semble que le mal traqué par la science s'ingénie comme Proté à prendre toutes sortes de formes pour échapper à ses efforts. De là ces affections étranges, qui déroutent l'expérience la plus consommée. Ainsi j'ai lu dernièrement dans un journal de Paris, l'Univers illustré je crois, l'histoire d'un cas à peu près semblable à celui de notre ami. Une jeune et riche Irlandaise, extrêmement frêle, mais d'une grâce charmante, était sans cesse absorbée dans un rêve mystérieux. Dès qu'elle venait à s'asseoir, un irrésistible sommeil s'emparait d'elle, et ses paupières s'abaissaient par degrés sur ses beaux yeux. Pour secouer cette langueur incessante, sa mère voulut lui donner les brillantes distractions de Paris. Vaine tentative. Elmina dormait partout, au concert, aux séances parlementaires, au théâtre italien. Jusque-là, je ne vois rien d'étonnant. Soit, mais n'est-il pas étrange qu'une fille s'endorme dans la joyeuse animation d'un bal et tombe en léthargie au murmure d'amour et au feu des déclarations? Rien ne réchauffait ce cœur engourdi dans sa neige virginale. Elle paraissait, la blonde et délicate enfant, une exilée d'un autre monde, y rêvant sans cesse et souverainement indifférente à toutes les mesquines passions de notre globe. À ce moment, la pendule de la brasserie fit 9 fois entendre le son grave et comme lointain d'un timbre en spirale. Déjà 9 heures, fit Léo. Et Wolfgang n'est pas venu. C'est la première fois qu'il n'est pas exact à nos réunions du vendredi. Nous ferons bien d'aller chez lui. Peut-être est-il vraiment malade. Je le crois. Sortons. Ah, enfin le voilà. Wolfgang entra. C'était un grand jeune homme dont le teint blême contrastait avec sa chevelure qui tombait en longues nappes noires autour de son cou. Son visage maigre et ascétique était sans animation et sans mobilité. Ses grands yeux noirs ne manquaient pas de beauté, mais le regard paraissait constamment noyé dans les brumes d'une vague rêverie. Et ce soir-là, plus que jamais, Wolfgang se trouvait dans un état de lourde torpeur. On eût dit un fumeur à demi réveillé du sommeil extatique qu'on trouve dans l'opium ou le hashish. « Comme tu as l'air fatigué, mon pauvre Wolfgang, dit Müller. D'où viens-tu donc ? De Vénus. Hein ? De Vénus, te dis-je. Décidément, c'est de la folie, se dit tristement Müller. Peste, je crois que tu sois harassé, mon cher Wolfgang, s'écria Léo, dont l'humeur s'assombrissait plus difficilement. À la bonne heure, parlez-moi d'une excursion de 10 millions de lieues. Comme elle va humilier nos opulents bourgeois qui parlent sans cesse de leur voyage en Suisse ou aux Pyrénées et se croient bien aventureux et bien intrépides pour les avoir accomplis. Conte-nous un peu le tien, mon bon Wolfgang. Ce serait bien long, et mes souvenirs sont si confus. Prends un verre de punch pour réchauffer ta mémoire. Maître Staffner, servez-nous 3 punch. Non, dit Wolfgang. Je me souviendrai mieux en fumant ceci. Et il bourra une longue pipe de tabac d'Orient. À ton aise. Mais cela n'empêche pas de boire. Tu veux fumer? Eh bien, la canette est amie de la pipe. D'ailleurs, mon ami, un narrateur a nécessairement besoin de se rafraîchir de temps à autre. Et si Didon et Calypso paraissaient avoir négligé cette marque d'attention à l'égard d'aînés de Télémaque, ce n'est pas une raison pour nous d'y manquer. Donc, Père Scheffner, une canette. Ou mieux, 3 canettes. Pour commencer. Et les 3 pots couronnés d'une écume argentée furent aussitôt servis.